Ce n'est pas à vous de décider de mon sort. Si vous avez des raisons, vous n'avez aucun droit. Et aucun moyen non plus. Vous prétendez me dicter ce que je dois faire, c'est bien ça? Avez-vous une idée des conséquences de vos actes? Et de leur prix? De quel droit leur donnez-vous de l'espoir? Qu'est-ce que vous leur donnez, vous? Nous leur donnons du bonheur, et ils nous donnent de l'autorité. L'autorité de leur enlever toute liberté sous couvert de démocratie. Les hommes ne seront jamais libres, parce qu'ils sont faibles, corrompus, indignes et agités. La vérité est ailleurs. C'était le slogan d'une série phare des années 90, vous vous en souvenez, X-Files aux frontières du réel. Tous les samedis soirs, on était en France des millions collés devant le poste pour suivre les aventures de Mulder et Scully, agents du FBI aux affaires non classées. Un tandem au courage exemplaire qui ne reculait devant aucun complot, aucun mensonge d'État, aucune manipulation. La vérité est ailleurs, on nous cache tout. Les gouvernements nous mentent, autant de leitmotifs qui nous ont accompagnés chaque semaine durant les quelques 10 années qu'a duré la série. Et qui étaient déjà, il faut le reconnaître, bien ancrés à la télé, au cinéma et dans les livres et qu'ils seront encore plus les années suivantes. Parce qu'il s'agit d'excellents ressorts dramatiques. Tout récit comporte des obstacles à franchir et des difficultés à dépasser, et le frisson est d'autant plus fort que l'ennemi semble invincible, puissant et caché. Aujourd'hui, les théories du complot n'ont plus seulement la cote dans les fictions, elles font partie de notre quotidien. Elles sont relayées sur les réseaux sociaux après l'avoir été sur les blogs et les forums de discussion. Comment désormais démêler le vrai du faux? La course à l'information est sans fin et le narratif, comme on dit, ou encore le storytelling, y prend une place grandissante. Aussi, comment rester prudent sans devenir paranoïaque et à qui accorder sa confiance? Les flux d'informations transportent leur lot de fake news et chacun d'entre nous peut se faire avoir et relayer dans la foulée une thèse complotiste. Aussi, y a-t-il vraiment un juste milieu entre voir des complots partout et ne voir des complots nulle part? Je serais bien prétentieux de vous dire que j'ai les réponses à ces questions. Mais dernièrement, j'ai pu approfondir ma réflexion grâce à la revue Alternative non violente. Depuis 50 ans, ANV fait collaborer des militants de terrain, des pédagogues et des chercheurs sur tous les sujets liés à la non-violence. Et le dernier numéro en date s'intitule « Désinformation, complotisme, comment dépasser nos désaccords ?» Après l'avoir lu, j'ai proposé à un représentant du mouvement pour une alternative non violente d'échanger autour de ces notions. Denis Crolotte est non seulement membre du MAN, mais il a aussi été confronté directement aux thèses complotistes lorsqu'il était engagé professionnellement dans la protection judiciaire de la jeunesse. Il était donc bien placé pour répondre à mes questions, à commencer par celle-ci. Lorsqu'on évoque le complotisme aujourd'hui, on parle de quoi exactement ? Finalement, quand on réfléchit bien, c'est une forme de logiciel idéologique face à des événements qui nous dépassent, parce que c'est des événements extrêmement importants, c'est des événements traumatisants, et on recherche finalement des clés de compréhension simples pour nous rassurer. Pour moi, c'est ça le complotisme, et puis ensuite, ça développe toute une manière de percevoir les informations, ceux qui ont le pouvoir, que ce soit économique et politique, qui sont systématiquement passés au crible de la défiance. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le complotisme, c'est à la fois chercher à se rassurer par rapport à des événements qui sont traumatisants, complexes à comprendre, et puis d'un autre côté, passer au crible de la méfiance systématique, tout ce qu'on nous dit. La défiance, c'est quand on a le sentiment que notre confiance a été trahie. Est-ce qu'on peut illustrer cela? Dans quel type de situation la défiance apparaît? Alors, moi qui suis militant politique, écologiste, je sais que par exemple la défiance, elle peut apparaître sur toutes les conclusions du GIEC, le groupement international des études des experts pour le climat, parce que ce qu'ils disent
est quelque part insupportable, remet en cause le quotidien. Et à ce moment-là, plutôt que d'essayer de penser une bifurcation écologique de notre société, on dit le GIEC est manipulé. Peut-être qu'il y a des scientifiques qui sont intéressants dedans, mais tout ce qu'ils racontent, on peut le démonter, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une forme de complotisme. Par contre, la défiance, je crois qu'elle est intéressante par rapport à plein d'éléments. Le problème, c'est que appliquer une défiance à tout ce qu'on nous propose, c'est extrêmement fatigant. Et finalement, on a un rapport paranoïaque au monde, quoi. Un des ressorts du complotisme, donc, c'est une réaction face à une forme de peur, c'est ça? Et donc, on entre dans une théorie du complot pour essayer de trouver une explication qui nous rassure. Pour autant, j'ai l'impression que beaucoup d'adeptes de théorie du complot exposent une forme de réalité, enfin la forme de réalité qu'ils présentent est bien plus angoissante souvent que la réalité telle qu'elle est. Ah oui, tout à fait. Bon, reprenons un petit peu la genèse de la théorie du complot. En enlevant Donald Trump, Bolsonaro, le Brexit, etc., qui ont été... et qui ont introduit l'ère de la post-vérité. Voilà, qui ont introduit l'ère de la post-vérité. Alors là, c'est carrément de la théorie du complot assumée au niveau institutionnel. On va dire la base de la théorie du complot, c'est le fameux les protocoles des sages de Sion, qui est un texte antisémite complètement bidonné, inventé par les services secrets du tsar, Nicolas II, au XIXe siècle, juste avant, quelques années avant la révolution de 17, et les services secrets voulaient persuader le tsar d'un complot juif destiné à le destituer. Et ce texte a finalement eu des répercussions, mais énormes. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ce texte sur l'ordinateur d'un jeune de 14 ans qui était sympathisant de Daesh et qui a été condamné pour apologie du terrorisme. Et avant ce texte mis au point, avant 1900, donc à la fin du 19e siècle, a été utilisé pour justifier tous les pogroms vis-à-vis des Juifs, a été bien sûr utilisé par les nazis, Hitler, pour justifier l'antisémitisme, a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale une diffusion très 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 clandestine et réapparaît maintenant dans deux courants extrêmement dangereux des courants idéologiques, le courant d'extrême droite antisémite et le courant islamiste radical violent. On constate avec cet exemple qu'un complot donc mis en place dans un but précis. Donc je rappelle la définition de complot, c'est un projet qui est concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. Là concrètement, il s'agissait de nuire au peuple juif. On voit que ça va se retourner contre cette cible pendant des décennies et ça va être repris par différents acteurs. Oui, ça c'est extrêmement intéressant. Alors il y a eu tout un travail sur l'élaboration de ce texte, un travail de recherche historique. Ce texte était la première fake news finalement. C'était la première fake news historiquement datée. Et donc pour moi, ça c'est la base du complotisme. C'est-à-dire que le complotisme, en cherchant à rassurer, désigne un bouc émissaire et ça a des conséquences, on va dire, criminelles absolues, quoi. Oui, parce que 120 ans après l'invention de ce texte, il est encore pris au sérieux. Oui. Il est encore pris au sérieux par certaines personnes. C'est en tant qu'éducateur au ministère de la Justice, c'est la prise de conscience absolue de la... Quand on cherche à nuire, eh bien, on trouve tous les arguments qui sont possibles, quoi. Parce qu'on va aller plus loin, hein, encore, en restant sur cet exemple des protocoles des sages de Sion. On a un exemple de vrai complot à la base. C'est un vrai complot, c'est-à-dire le document en lui-même est un faux. Donc oui. Le complot est là. Et aujourd'hui, ça nourrit les conspirationnistes et ça nourrit le complotisme. Absolument. On se dit qu'on est finalement très mal armé
pour lutter contre le complotisme. Parce qu'on a beau savoir, on a beau avoir les preuves que ce document est un faux, malgré tout, aujourd'hui, il continue à être pris au premier degré par de nombreuses personnes. Donc on se sent totalement désemparé. Une fois que le ver est dans le fruit, on ne peut plus l'en sortir. Alors, c'est là où le rôle des journalistes et le rôle de tous ceux qui font l'éducation populaire, le rôle j'allais dire, des gens qui prennent un peu de recul par rapport au flux d'informations qu'il y a, il est extrêmement important. Avec ce jeune de 14 ans qui considérait avoir lu la vérité révélée sur la nuisance des Juifs sur Terre, qui se considérait, lui, comme étant quelque part le sauveur de ses frères palestiniens qui étaient opprimés parce qu'ils pensaient être les Juifs. Et donc, il a fallu faire un travail de distinction entre la politique israélienne d'un État d'oppression des Palestiniens et la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire de penser que tous les Juifs étaient d'accord avec ce qui se passait en Israël. Tout ça, pour quelqu'un qui a 14 ans, tout ça, ce sont des efforts de relativisation des choses et j'allais dire, de prise en compte d'une réalité qui est plus complexe que le fait d'avoir un monde binaire entre les gentils et les méchants. Et donc, et puis bien sûr, lui qui se situait dans les gentils et justifiait tous les actes de Daesh par ailleurs. Et donc, le travail de l'éducation, qu'elle soit éducation nationale, éducation spécialisée, éducation populaire, journalisme, c'est de travailler sur qu'est-ce que c'est une source, quelle est sa base, cette information-là, elle vient d'où. Et donc tout ça, c'est un effort. Nous, au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, on avait fait passer une vidéo absolument excellente avec des jeunes qui s'appelle « Pourquoi les chats sont d'origine extraterrestre ». Et donc, cette vidéo a été faite par une classe de seconde avec une prof de français. C'était à Bondy, il y a quelques années. Et donc, avec sa classe, ils ont fait une vidéo conspirationniste. C'est-à-dire que le conspirationnisme, c'est aussi la question d'un récit qui s'articule à partir de détails et puis une espèce de preuve qui vient en déduction. Et donc, les élèves ont utilisé des vidéos conspirationnistes pour faire la preuve que les chats sont d'origine extraterrestre. Ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Et c'est incroyable. Dès qu'ils l'ont mis, ils ont eu une popularité sur les réseaux sociaux qui était incroyable. Et donc là, les élèves se sont rendus compte qu'un jeu qui était pour eux un jeu pédagogique, finalement était pris pour vérité par un certain nombre de gens. Et comme la vidéo était bien faite, elle était diffusée. Donc ils en ont fait une autre vidéo après, où ils ont dit les trucs qu'ils avaient utilisés, comment ils avaient monté cette vidéo. Et ça les a tous aidés à se méfier énormément des vidéos conspirationnistes. Je pense que c'est comme ça, par la pédagogie du détour, par le travail sur l'information, sur l'impact de l'image, qu'on arrivera à avoir des citoyens qui sont à la fois respectueux du travail des journalistes, mais aussi en capacité d'exercer leur esprit critique vis-à-vis de ce qu'on leur dit, quoi. Oui, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, moi je le constate dans mon entourage immédiat, des personnes pensent avoir un esprit critique, être très vigilantes et justement ne pas pouvoir se faire manipuler par les grands de ce monde, Big Pharma, ce que vous voulez. Et à côté de cela, faire preuve d'une naïveté totale face à la première fausse information qui va dans leur sens et qui leur tombe sous la main et qu'ils sont prêts à relayer, alors qu'il s'agit de faire un simple travail de vérification de ce qui est dit pour se rendre compte très vite que c'est mensonge sur mensonge. Oui, et c'est là où la question de la vérification des sources, elle est importante. Sur la guerre qui se déroule en ce moment en Europe, au niveau de l'Ukraine, on a la possibilité de travailler sur qu'est-ce que c'est une information, un fait, qu'est-ce que c'est
une interprétation de cette information, qu'est-ce que c'est une propagande et qu'est-ce que c'est finalement un usage complotiste au service de la Russie des informations. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de travailler ça. Du coup, c'est quoi la source ? C'est-à-dire que quand on a des envoyés spéciaux qui sont sur place, c'est une source fiable. Quand il y a des gens qui sont interviewés par ces journalistes, ce sont des sources fiables. Quand on sait, par exemple, que c'est France Inter, France Info, quelques radios qui ont des liens avec des gens sur place, il y a une certaine fiabilité. Quand vous avez sur Twitter ou sur Instagram des personnes, même si ce sont des personnes qui ont eu à un moment des responsabilités, je pense à Yves Pozzo-di-Borgo, qui était ancien sénateur centriste de Paris, il se trouve que sur Twitter, il relaye la propagande russe, mais au mot près. Le problème, c'est qu'il est suivi par 150 000 personnes. Parce qu'à un moment donné, c'était quelqu'un qui avait des responsabilités et puis que voilà, il s'est fait son réseau. Et donc, le problème de la propagande russe, moi je l'avais travaillé avec un réfugié syrien avec lequel on avait fait une exposition pour la protection judiciaire de la jeunesse sur ce que c'était réellement l'information dans la guerre en Syrie, parce que là c'était extrêmement compliqué. Les médias russes et l'armée russe sont devenus des véritables spécialistes sur l'inversion des informations. C'est-à-dire que c'est l'inversion de la cause et la conséquence. Par exemple, ils sont capables de montrer les destructions de Mariupol en disant c'est l'armée ukrainienne qu'on est responsable. Donc là, on est sur une inversion de la cause et de la conséquence, avec une manipulation des intentions, c'est-à-dire bien sûr présenter tous les Ukrainiens comme étant des néo-nazis. Et puis, c'est extrêmement bien théorisé par l'armée russe pour tromper et même surtout reformater l'adversaire. Là, on est sur des stratégies militaires, des stratégies politiques, des stratégies de pouvoir. Et le problème, c'est que certains influenceurs qui étaient dans la mouvance anti-vax et se sont lancés dans un panégyrique de l'intervention russe, donc justifiant les crimes d'un Poutine qui est devenu criminel, quoi. C'est souvent les mêmes personnes qui sont passées, elles étaient spécialistes en infectiologie et soudainement elles deviennent spécialistes en géopolitique. Oui. Alors ça, c'est particulièrement étonnant. Et le problème, c'est qu'elles sont très suivies. Enfin, moi, je suis extrêmement surpris du nombre de personnes qui suivent un Silvano Trotta qui a 150 000 abonnés sur Telegram, quoi, comme Yves Pozzo-di-Borgo. Il faut bien garder en tête que la recherche de la manipulation de l'information, elle est importante aussi pour certaines personnes pour accéder à la parole publique. Que ces personnes croient en ce qu'elles disent ou qu'elles soient totalement cyniques, c'est une part non négligeable de personnes qui aujourd'hui profitent de cette possibilité offerte notamment par les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour se constituer une audience et gagner une forme d'influence sur les gens, quoi. Ah, le grand plaisir, j'existe. Et donc j'existe contre l'idéologie dominante, j'existe contre Big Pharma, et là tout le monde présente Poutine comme étant un criminel de guerre et l'armée russe comme ayant commis des crimes de guerre. Et il faut que j'arrive à trouver avoir une parole dissonante voilà, qui donne l'impression qu'on est éveillé contrairement au reste de la population. Oui, alors ça c'est un des grands éléments des complotistes actuels. C'est que et que j'ai retrouvé dans les soutiens de Daesh, dans les gens qui faisaient l'apologie du terrorisme, puisque j'ai travaillé avec eux, il y a le eux et le nous. C'est-à-dire qu'il y a le vrai clivage entre les gens éclairés et puis les autres.
Et puis toujours la référence à une élite cachée qui contrôle le fonctionnement du monde. Alors bien sûr les juifs, mais ça peut être les francs-maçons, ça peut être aussi différents groupes bancaires, etc. Et puis donc le fait aussi de dire que les gens qui pensent un peu comme tout le monde, ce sont des moutons, et qu'il faut passer du statut de mouton au statut d'éclairé. Je me rappellerai toujours la prêche d'un imam autoproclamé salafiste qui disait « Les djihadistes sont l'écume des croyants ». Et donc, nous qui sommes rien, nous allons devenir l'élite éclairée en quelque sorte. Voilà. Et donc, moi qui suis très critique vis-à-vis du fonctionnement du système, je me dis finalement toutes ces références-là confortent le système, c'est-à-dire soit par leur outrance, soit par finalement le fait qu'il y a dans l'idéologie complotiste, il y a tellement d'impossibilité à agir que finalement on agit. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'ai tes gants de crin, je serre. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Désinformation, complotisme, comment dépasser nos désaccords, c'est le dossier du dernier numéro en date de la revue alternative non violente. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'échanger autour de la question du complotisme avec Denis Krolotte, membre du mouvement pour une alternative non violente. On poursuit notre échange là où on l'avait laissé avant la pause musicale, c'est-à-dire au moment où Denis Krolotte nous disait que l'idéologie complotiste, finalement, conforte le système qu'elle dénonce. Moi, ce que je dis quand j'ai des gens plutôt complotistes en face de moi, parce que
là aussi, il y a des nuances. Il ne faudrait pas qu'on arrive à une situation inverse de eux et nous, c'est-à-dire eux les complotistes et nous pas les complotistes. Il faut bien insister là-dessus parce que je pense qu'on n'est jamais à l'abri et l'idée c'est aussi de savoir comment on fait nous au quotidien pour conserver notre esprit critique sans non plus céder aux sirènes des théories farfelues. C'est ça. Je dis, mais si vous, quand je vois des reportages, l'énergie qui est mise dans des transmissions d'explications complotistes du monde, je leur dis, mais pourquoi vous gaspillez cette énergie-là ? Il y a une maison des lanceurs d'alerte qui a besoin de votre soutien financier, de votre soutien psychologique. Il y a des gens qui sont des lanceurs d'alerte. Antoine Deltour, que je connais parfaitement, qui a dénoncé au prix de son travail la manière dont l'État luxembourgeois s'était associé avec des multinationales pour faussement les domicilier au Luxembourg et leur faire bénéficier d'avantages fiscaux énormes, exorbitants. Et donc, il se trouve que Antoine Deltour a travaillé dans la boîte qui faisait ces montages fiscaux. Et donc, il avait la preuve que ça se faisait. Et donc, il a décidé de quitter la boîte, de prendre les preuves et de les donner à des journalistes d'investigation. Il a eu un procès et en même temps, qu'il a gagné d'ailleurs, mais avec de longues années de procédure. Et en même temps, il a été citoyen d'honneur de l'Union européenne pour la dénonciation des fraudes fiscales des multinationales. Qui ont de fait cessé depuis. Oui. Il n'y a plus du tout de fraude fiscale. Bien sûr, il n'y a plus du tout de fraude fiscale. Alors là, nos auditeurs vont dire fake news ou Mauvais esprit de ma part, désolé. Voilà. Non, mais c'est et donc la lutte contre la fraude fiscale est une lutte permanente quand on dit les choses très très sérieusement. Donc je dis aux gens, mais à ces personnes-là, mais mobilisez-vous sur des éléments où vous avez des preuves et des personnes qui sont des vraies personnes, pas des entités du genre Big Pharma, etc. Des vraies personnes qui luttent pour plus de justice et plus d'équité dans ce monde. Voilà. Et donc, la maison des lanceurs d'alerte, c'était un exemple. Mais c'est évident que notre monde recèle des possibilités de... Il y a plein de combats. Il y a plein de combats possibles pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité, et il n'est pas utile de consommer toute son énergie dans des combats aux contours plus ou moins flous, on va dire, et qui ne se basent sur aucune preuve tangible. Moi, je remarque quand même une chose, c'est réfléchissons à qui profite le crime. Si le complotisme est un crime, il profite forcément à l'extrême droite. C'est-à-dire que depuis le protocole des sages de Sion, jusque la plupart des théories complotistes actuelles, nous sommes quand même sur des théories qui profitent à l'extrême droite. C'est-à-dire qui désignent des boucs émissaires, comme les Juifs dans le protocole de Sion, ou comme les migrants, qui désignent les travailleurs immigrés comme des profiteurs, qui désignent les pauvres comme des profiteurs de l'aide sociale. Et donc, quand je regarde l'ensemble des théories complotistes, on est quand même sur cette frange-là. C'est un des marqueurs. Et là, il y a aussi des gens très très à gauche qui sont séduits par des théories complotistes avec un nouvel ordre mondial dirigé par des milliardaires. Absolument. Absolument. Il y a aussi des théories complotistes sur ce niveau-là qui demandent à être un peu plus travaillées. C'est-à-dire que, effectivement, quand on voit qu'un cigarettier comme Philip Morris, il a été capable, lui, de travailler sur la stratégie du doute. Pendant 20 à 30 ans, Philip Morris a essayé de payer des scientifiques et des médecins pour dire que les cigarettes n'étaient pas nocives à la santé. C'est là que ça devient très compliqué, parce que pourquoi le complotisme se porte aussi bien aujourd'hui ? C'est parce que le mensonge aussi se porte extrêmement bien dans notre société depuis des décennies. Les mensonges sont partout. Les entreprises mentent, les politiciens parfois aussi mentent.
Donc les mensonges étant partout, on se retrouve vite perdu. On parlait de défiance au début de notre entretien. Donc la confiance est trahie. On ne croit plus rien ni personne. Et c'est là qu'on peut être tenté d'adhérer à quelque chose qui donnerait une explication globale à tous ces mensonges. La tentation, c'est de voir un plan global, une intention, là où il y a surtout du cynisme. Du cynisme et puis une volonté de profit. C'est-à-dire que le problème, c'est comme vis-à-vis du rapport d'Oxfam, c'est quand on sait que les riches s'enrichissent toujours plus, il y a l'impression que face à des forces importantes au niveau politique et au niveau économique, il y a une impuissance citoyenne et une impuissance politique. Et donc, du coup, ça se traduit par quelque chose de l'ordre du défoulement dans l'adhésion et la transmission de théories complotistes. Et moi, ce que je dis, c'est que réhabiliter le travail citoyen, c'est réhabiliter une information fiable et pour que nous puissions nous mobiliser collectivement pour répondre aux dérives financières de ce monde dans lequel on vit. Et encore une fois, je trouve que c'est très compliqué parce que j'y ai été confronté à plusieurs reprises. Quand une personne considère que ce qu'elle voit sur les chaînes de télévision françaises est faux, ce qu'elle lit dans les journaux est faux, et qu'au contraire, un mec dans son bureau qui va partir dans tous les sens, lui, dit la vérité, alors qu'un simple travail de vérification vraiment à la portée de tous permet de se rendre compte que les éléments partagés par cette personne dans son bureau sont totalement faux, eh bien on aura beau le dire, le mettre sous le nez de la personne, elle ne voudra pas y adhérer parce qu'elle pense que nous aussi on fait partie du complot. Oui, c'est là où quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie Pelletier, qui a écrit L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, elle dit oui, le ver il est dans le fruit. C'est-à-dire que dans un monde complexe, il y a des fois, on a besoin de certitude, comme si dans un océan en tempête, on se raccrochait à un récif, en quelque sorte. Je pense que nous avons à travailler, tous ceux qui font œuvre d'information, de formation, nous avons à travailler sur des capacités de discussion, non pas des discussions, j'allais dire, d'affrontement. Les discussions d'affrontement ne servent plus à rien. J'avais plus de 50 ans au moment où je travaillais avec ce gamin de 14 ans qui était proche des mouvances djihadistes. Il était par ailleurs persuadé que la Terre était plate. C'était un grand autodidacte sur Internet parce qu'il était en échec scolaire et c'est un gamin intelligent. C'est-à-dire que le fait qu'il défendait des bêtises ne faisait pas qu'il n'était pas intelligent. Il a été condamné donc pour apologie du terrorisme. Et donc, avec lui, je n'avais aucune discussion d'affrontement. Je lui ai jamais dit, même si des fois je rigolais quand il essayait de me persuader que la Terre était plate, je lui ai jamais dit que la Terre n'était pas plate. Par contre, on travaillait sur des photos aériennes. On travaillait sur les photos de la Terre, etc. C'est là où il me ramenait des théories du complot sur le fait qu'il n'y avait jamais eu de voyage sur la Lune, enfin, etc. Donc il s'était complètement construit, lui, c'était sur les théories du complot parce que c'était ce qui était accessible pour lui en tant qu'autodidacte comme information un peu alternative pour l'aider à construire sa vision un peu paranoïaque du monde. Et donc, des personnes qui sont comme ça dans des affirmations brutales, il y a une nécessité de travailler sur un décalage, sur un détour, pour permettre de continuer la communication. Parce que c'est ça qui est important, c'est la communication entre êtres humains, qui me paraît important. Cela me fait penser aussi à un exemple de Nick Rolotte, je pense à un escroc qui donne des conférences souvent en public et qui avait donné une conférence filmée qui est donc visible sur Internet où il expliquait précisément que l'homme n'était jamais allé sur la Lune. Et pour illustrer son propos, il montrait une vidéo où on voyait donc un astronaute sur la Lune avec tout d'un coup un projecteur qui lui tombait sur le visage. Et donc il montrait ça comme une preuve que l'homme n'était pas allé sur la Lune parce qu'il se prenait un projecteur sur le visage. Il avait trouvé a priori des archives secrètes. Il s'agissait d'une publicité.
Mais lui, il présentait ça comme des archives un peu secrètes devant un public qui était là et qui regardait ça vraiment au premier degré et qui ensuite est diffusé sur Internet. Alors qu'il est très facile de constater que ce qu'il montre n'est pas un vrai document, mais que c'est une publicité. On a les sources, on a les preuves. Mais quand on est capable vraiment de faire passer pour vrai ce qui est une publicité à la base, on se dit mais c'est incroyable d'avoir cet aplomb, d'aller devant un public et de faire passer ça pour la vérité, alors que c'est extrêmement facilement démontable. Juste, il faut chercher la source. Alors, chercher la source, c'est un peu compliqué. Chercher la source, ça demande de l'énergie. Et moi, je suis surpris des fois d'une facilité d'absorption d'informations parce que il y a un flux et l'impression que une image en vaut une autre. Une image qui est sourcée, qui a été prise avec peut-être avec une mise en danger d'un journaliste. Je pensais à la Syrie parce que j'ai cet ami syrien dans la tête, mais il y a des journalistes en ce moment qui risquent leur vie en Ukraine. Et une image fabriquée se valent parce qu'elles défilent sur le fil d'actualité, par exemple si on a Facebook, quoi. Hein. Et elles sont au même niveau. Et donc, il y a un vrai problème de hiérarchisation, parce que l'esprit critique, c'est aussi hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Avant, la hiérarchisation de l'information, elle était préfabriquée. Hein, c'était la grande messe du 20h, etc. Maintenant, c'est au citoyen de se la fabriquer lui-même. Et donc là, il y a un vrai enjeu de démocratie, un enjeu de fiabilité de l'information, mais aussi de fiabilité de nos relations les uns par rapport aux autres. Ce qui est encore plus compliqué en période de guerre, parce qu'on le sait, la guerre, c'est aussi une propagande, et de part et d'autre. D'ailleurs, cela fait partie de la stratégie de la guerre. Oui, c'est pas parce que l'Ukraine a été attaquée et que effectivement il y a des crimes contre l'humanité qui sont bien avant les dernières affaires qui sont documentées par Amnesty International. Bon bah voilà, voilà une source. Quand Amnesty International documente un certain nombre de choses, on sait que ce sont des preuves qui vont aller à la Cour pénale internationale. Ça, c'est une source fiable pour moi, parce que Amnesty International n'est pas financé par aucun État. Et comme Greenpeace d'ailleurs, hein, sur le domaine de l'écologie, est financé uniquement par des dons de citoyens qui sont sensibilisés sur la question des droits de l'homme. Et les informations qui viennent d'Amnesty International sont toujours vérifiées plutôt 3 fois qu'une. Donc voilà, ça c'est un exemple d'éléments d'information sourcés, quoi. Je reprends un extrait de la revue Alternative non violente, qui est une publication du mouvement pour une alternative non violente. C'est quoi la vérité ? Il n'y a pas des vérités différentes pour chacun, mais plutôt des petits morceaux d'une vérité globale. C'est ce qu'on peut lire dans l'un des articles de cette revue, dans son numéro de mars 2022 consacré à la désinformation et au complotisme. Elle vous inspire quoi, cette phrase ? C'est quoi la vérité ? Il n'y a pas des vérités différentes pour chacun, mais plutôt des petits morceaux d'une vérité globale. Oui, c'est-à-dire que on ne perçoit les choses que d'une petite manière. Quand je fais des formations avec des éducateurs ou des adultes, souvent je leur propose des dessins où il y a plusieurs significations. Et la plupart du temps, les gens avec qui je travaille, les stagiaires, ils ne voient qu'une signification et ils s'y accrochent. Et c'est par le dialogue qu'il y a ouverture et donc changement de regard pour voir les deux significations. Donc pour moi, c'est ça. C'est pour ça que c'est important la question de l'information, la question des sources et la question de l'analyse. Mais ça demande du temps. Et ça demande aussi une forme de contrainte qu'on s'applique à soi-même. La question de l'analyse et la question du temps. Voilà. Donc je vous remercie de parler de Alternative non violente. Cette livraison là de mars 2022 est vraiment bienvenue sur la question de la désinformation, du complotisme. Mais il y a un sous-titre aussi, c'est comment dépasser nos désaccords. C'est-à-dire que
On s'aperçoit que la désinformation est source de violence. Et plutôt que de créer des capacités de communication, ça crée des impossibilités de communication. Et donc c'est vraiment ça le principal enjeu, à mon avis. Je vous invite à lire le numéro 202 de la revue Alternative Non Violente. Vous pouvez l'acheter en ligne sur www.alternative-non-violente.org. Merci à Denis Crelotte, membre du Mouvement pour une alternative non violente, pour cet échange. On se retrouve prochainement pour une nouvelle destination, toujours inconnue pour le moment.